je vais vous parler en gros de l'intérêt politique du combat révisionniste. Parce que bien souvent, notamment au sein de la droite nationale, eh bien, j'entends dire le révisionnisme, c'est inutile, voire nuisible, parce que ça nous fait passer pour des fachos, et puis de toute façon, tout le monde s'en moque de ce qui s'est passé il y a 80 ans. Vous remarquerez d'ailleurs que cette dialectique est contradictoire, parce que d'un côté, on vous dit tout le monde s'en moque de ce qui s'est passé il y a 80 ans, et de l'autre côté, on vous dit oui, mais ça nous dessert parce que ça nous fait passer pour des fachos. Ça prouve bien que les gens rejettent tout ce qui leur apparaît fasciste. Ça prouve bien que les gens ne se moquent pas tant que ça de ce qui s'est passé il y a 70, 80 ans, et même plus. Donc, c'est déjà une dialectique qui est contradictoire en elle-même. Et puis, sans vouloir me présenter comme un personnage hyper important, quand on dit que le révisionnisme est inutile, j'ai tendance à répondre eh bien, je suis la preuve vivante du contraire. Parce que, regardez aujourd'hui combien nous sommes ici. Nous faisons une réunion dans cette ville, regardez dans quelle salle nous pouvons la faire. Et puis, si l'on va au-delà de cette réunion, pour ma part, je ne bénéficie d'aucun soutien dans les grands médias, d'aucun relais à l'université, d'aucun relais dans le monde du spectacle, et mes moyens financiers sont très faibles, puisque je vis non pas du révisionnisme, mais de cours de maths particuliers. En plus, mes livres, je les auto-édite, puisque les éditions sans concession, ce sont mes éditions. Je ne suis pas édité par un grand éditeur que l'on peut trouver à la FNAC ou ailleurs. D'ailleurs, ce qui serait impossible à cause des lois. Ça veut donc dire que si on veut me regarder objectivement, quasiment je ne représente que moi-même et quelques gens qui me suivent, peut-être quelques centaines, quelques milliers de personnes. Vous considérez que, par exemple, pour l'instant, mon nouveau livre sur Oradour a été peut-être vendu à 1500 exemplaires. Considérez qu'au centre de la mémoire d'Oradour, il y a, je crois, 600 000 visiteurs par an. Vous voyez le déséquilibre qui existe. Si nos adversaires raisonnaient logiquement, ils diraient « Bon, ben Renoir, fichez-lui la paix, laissez-le. Il ne représente rien. Nous sommes une immense chorale avec 150 chanteurs, tout un orchestre, et lui, ce pauvre Renoir, eh bien, c'est un homme qui est à côté et qui chuchote, pas plus. Donc on va le laisser en paix. Mais non, mais non. Ces gens-là me condamnent à de la prison en France, me condamnent à 2 ans ferme, ramenés à 1 an ferme parce que les 2 ans étaient illégaux, la loi ne prévoyait qu'1 an ferme. Je fuis en Angleterre et ils s'acharnent, ils demandent à l'Angleterre de me faire extrader. Ils tentent de m'arrêter, j'arrive à fuir, je me réfugie en Écosse et la France continue à faire des pieds et des mains en disant « retrouvez-le et extradez-le ». Et lorsque je suis arrêté et que mon avocat écossais dit « bon ben on va le relâcher le temps de statuer sur son cas, faut-il l'extrader ou pas ?» les autorités disent non, parce qu'on a mis d'énormes moyens pour le retrouver. On a lancé le MI5 à mes trousses. C'est pas rien, le MI5. C'est le contre-terrorisme britannique. Et pendant des mois, ils m'ont traqué, ils ont essayé de me retrouver. Je ne peux pas dire que je me cachais beaucoup, mais bon, je prenais les précautions minimum d'usage. Et donc, ils n'ont pas cessé, la France n'a pas cessé de dire « retrouvez-le, extradez-le, livrez-le nous, et on va le mettre en prison pour des années, parce qu'il doit se taire. »
Pour bien comprendre pourquoi le révisionnisme est traqué, parce qu'il est en fait une bombe idéologique terrible pour les gouvernants, il faut faire un petit retour en arrière. Il faut bien comprendre que la Seconde Guerre mondiale n'a pas été une guerre traditionnelle. Elle a été une croisade religieuse des démocraties pour laminer l'Allemagne nationale-socialiste. Encore une fois, les guerres traditionnelles étaient des guerres de prestige dans les siècles passés, des guerres territoriales, des guerres pour des motifs économiques. Ce n'est pas le cas de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale est une guerre idéologique qui va se muer très rapidement en croisade religieuse d'extermination. Et je voudrais vous le montrer aujourd'hui. On dit souvent, mais non, la Seconde Guerre mondiale, elle a eu lieu parce que Hitler avait envahi la Pologne et après déjà tout ce qu'il avait fait, eh bien, on lui reprochait, il voulait conquérir l'Europe, voire le monde entier. C'est entièrement faux. J'en ai déjà parlé dans des vidéos, je n'y reviendrai pas aujourd'hui, mais je vais quand même résumer. Ce que Hitler voulait, c'était redresser les injustices du traité de Versailles qui avait été imposé à l'Allemagne en 1919 après sa défaite lors de la Première Guerre mondiale. Je vous rappelle que les Alliés avaient imposé à l'Allemagne une paix de vengeance. Cette paix de vengeance, elle commençait avec l'article 231 du traité de Versailles qui contraignait l'Allemagne à reconnaître sa responsabilité totale dans le déclenchement de la guerre. Et à partir de là, on disait, puisque l'Allemagne reconnaît qu'elle est totalement responsable, elle va devoir rembourser tous les dommages de guerre et elle va devoir payer pour tout le mal moral, etc., qu'elle a fait. Et c'est ainsi que l'Allemagne a été traitée, on lui a volé des territoires, on lui a volé des richesses, etc. Et la plus grande iniquité du traité de Versailles, c'était d'avoir coupé le pays en deux. Parce que le pays avait été coupé en deux, je vous rappelle, on avait détaché de l'Allemagne la Haute-Silésie. Pourquoi? Pour donner un accès à la mer à la Pologne que le traité de Versailles avait ressuscité, enfin que la paix de 1919 avait ressuscité. La Pologne avait disparu, je vous rappelle, lors du 4e partage en 1815. Donc, on ressuscite la Pologne en 1919, et pour lui donner un accès à la mer, on coupe l'Allemagne en deux, on détache la Haute-Silésie, et on crée un couloir qui arrive sur la ville de Danzig. Hitler, en août, enfin bien avant, mais surtout en août 1939, réclamait Danzig et le corridor. Et c'était légitime. Même des antinazis reconnaissaient la légitimité de cette demande. Et je vais aujourd'hui vous donner de nombreuses citations pour vous prouver ce que j'avance. À propos de la légitimité des revendications d'Hitler sur Danzig et le corridor, en mars 1933, Guy Gérame, dans Le Réveil et les combattants, donc Guy Gérame est un antinazi, écrit « Qu'aurait-on dit si en France, sous le prétexte de donner un débouché maritime à la Suisse, on ait fait passer sous la domination étrangère un couloir large de 80 km de Genève à Marseille. Cependant, c'est exactement ce que le traité de Versailles a permis de faire à travers le territoire allemand, donc au moyen du couloir polonais. » C'est exactement ça. Qu'auraient dit en 1919 les patriotes français, si, et même les Français tout court, si au terme d'une guerre perdue, on avait dit, bon, la Suisse doit avoir un débouché à la mer, donc on va de Genève à Marseille, on va faire un couloir qui appartiendra désormais à la Suisse et qui va donc séparer la France en deux avec les Alpes-Maritimes et puis la France de l'autre côté, séparée par un couloir de 80 km.
comment auraient réagi les Français? C'est exactement ce qu'on avait fait à l'Allemagne en 1919. Et donc Hitler n'avait jamais caché qu'il voulait récupérer ce couloir et Danzig. Et en haut lieu, on le savait. On savait pertinemment qu'Hitler ne voulait pas détruire la Pologne. Ce n'était pas son objectif. Il ne voulait que récupérer ce qu'il avait demandé. Et un document démontre cela, démontre qu'en haut lieu, en Angleterre par exemple, on savait. Parce que lorsqu'Hitler, le 1er septembre 1939, lança ses armées à l'assaut de la Pologne, la France et l'Angleterre lancèrent à l'Allemagne un ultimatum en disant « Vous devez cesser cette agression, sans quoi on vous déclarera la guerre ». Il fallait donc il demandait la cessation de l'agression le plus rapidement possible. Et Hitler n'a pas répondu tout de suite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'ambassadeur français à Londres communiqua au gouvernement français, et voici ce qu'il dit. Le gouvernement britannique se demande si le chancelier Hitler n'ajourne pas délibérément sa réponse pour développer son emprise sur le territoire polonais. Une fois occupé les positions qu'il aura jugées nécessaires, il se retournera vers les autres puissances en déclarant qu'il ne veut pas poursuivre la guerre avec la Pologne, qu'il a repris Danzig, rétabli l'autorité allemande dans le corridor et porté secours aux minorités allemandes, mais qu'il est disposé à faire une paix magnanime. Donc ça veut dire qu'en Angleterre, on le sait pertinemment. Lorsque Hitler aura récupéré Danzig et le corridor, il n'ira pas plus loin, il dira « c'est bon, c'est bon ». Et qu'est-ce que va faire Hitler le 6 octobre 1939? Une fois la Pologne vaincue, il va proposer la paix à la France et à l'Angleterre. Donc c'est son fameux discours totalement oublié aujourd'hui, dans lequel il dit, voilà, j'ai réglé le cas de la Pologne, je l'ai réglé avec la Russie, donc l'URSS, bon, ce sera comme ça, la Pologne sera réduite à un gouvernement, ce qu'on appellera le gouvernement général, etc. Maintenant, je voudrais que l'on signe une paix, mais pas une paix juste maintenant, juste comme cela, je voudrais une paix avec un peu une réorganisation de l'Europe qui soit une réorganisation qui n'ait rien à voir avec celle de 1919. Et les démocraties vont refuser parce qu'elles veulent détruire l'hitlérisme. Mais ça, il n'y a rien de secret. Il n'y a absolument pas de secret chez les démocraties. La Pologne n'est qu'un prétexte. On s'en moque complètement, en fait, de la Pologne. Et ça va apparaître très rapidement. Dès les premiers jours de septembre 1939, les armées polonaises reculent. On sait pertinemment, n'importe quel militaire vous dit « bon, pour la Pologne, c'est cuit ». Et à ce moment-là, au Japon, il va y avoir des rumeurs qui vont circuler dans les milieux diplomatiques, comme quoi, sans doute, l'Angleterre, quand la Pologne se sera effondrée, acceptera de négocier la paix avec l'Allemagne. Et le Foreign Office, donc le ministère des Affaires étrangères anglais, fait parvenir une note à l'ambassade d'Angleterre à Tokyo. Et dans cette note, le ministère des Affaires étrangères anglais charge l'ambassade de, je cite, « démentir formellement les bruits selon lesquels le gouvernement britannique consentirait à une cessation des hostilités si la Pologne était conquise. » Et le gouvernement ajoute, le gouvernement britannique, « même si la Pologne est conquise, ce qui n'est nullement une certitude, cela ne fera que renforcer la détermination de l'Angleterre de détruire l'hitlérisme. » Voilà. Le véritable objectif de la guerre est annoncé. La Pologne, même si elle perd, même si on ne peut plus rien faire pour elle, ce n'est pas grave. Ce que l'on veut, c'est détruire l'hitlérisme. C'est ça notre véritable objectif. Et la meilleure preuve, c'est qu'en 1945, les Alliés qui avaient volé au secours de la Pologne, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont livrer la Pologne à Staline, qui n'avait absolument pas
la réputation de sauvegarder l'indépendance des petits pays qui rentraient sous le giron de l'URSS. C'est-à-dire que les Alliés, en 1939, déclarent la main sur le cœur qu'ils partent pour défendre l'indépendance de la Pologne, et en 1945, ils abandonnent la Pologne à Staline, parce que ça ne les intéressait pas, la Pologne. Et d'ailleurs, pourquoi ça ne les intéresse pas? Parce que c'est une lutte idéologique. Une lutte idéologique que l'Amérique et l'Angleterre ont déclarée tout de suite à l'Allemagne nationale-socialiste. Et il faut savoir que, dès janvier 1939, l'ambassadeur polonais à Washington avait averti son gouvernement que Roosevelt avait une nouvelle politique, enfin avait continué une politique, mais elle a renforcé une politique sur 4 points. Premier point, il engageait une politique étrangère hostile aux États totalitaires. Donc Roosevelt le dit, j'engage une politique étrangère qui sera hostile aux États totalitaires, c'est-à-dire, comprenez, aux États fascistes. Deuxièmement, il va préparer son pays à la guerre avec plus d'1 milliard de dollars consacrés aux armements. Donc Roosevelt dit tout de suite, oui, oui, on prépare la guerre. Troisième axe, préconiser à la France et à l'Angleterre de refuser tout compromis avec les États totalitaires et de n'engager, je cite, aucune discussion ayant pour but des modifications territoriales quelles qu'elles soient. Donc dès janvier 1939, Roosevelt dit, Hitler qui commence à réclamer Danzig et le corridor, niet. Il ne faudra pas qu'il les ait. Quatrième axe, donner son assurance morale qu'en cas de guerre, les États-Unis interviendraient activement aux côtés de la France et de l'Angleterre, déjà en leur fournissant l'argent et les matières premières nécessaires. Donc dès janvier 1939, Roosevelt dit « Rassurez-vous, en cas de guerre, l'Amérique sera derrière vous, déjà en vous livrant du matériel et des matières premières, et naturellement, après, en participant activement à la guerre. » Donc, dès janvier 1939, mais ça c'était avant, mais dès janvier 1939, vraiment, l'Amérique avertit la Pologne, oui, nous sommes en guerre idéologique contre l'Allemagne nationale-socialiste et nous allons mener cette guerre. Les USA ne visent que l'Allemagne nationale-socialiste et accessoirement l'Italie fasciste. Mais c'est tout. Ils ne visent aucun autre État. Les autres États peuvent faire ce qu'ils veulent. Et la meilleure preuve, elle va être fournie en décembre 1939. Début décembre, qu'est-ce qui se passe? L'URSS attaque la Finlande. L'URSS s'en prend à un petit pays qui n'a rien fait. Va-t-on déclarer la guerre à l'URSS? C'est le moment. Non, on ne déclare pas la guerre à l'URSS. Quelques mois auparavant, le 27 septembre, lorsque l'URSS avait envahi la deuxième partie de la Pologne, on n'avait pas déclaré la guerre non plus. Donc, septembre 1939, l'URSS attaque la Pologne à son tour. Là, les démocraties ne déclarent pas la guerre. Décembre 1939, l'URSS agresse la Finlande. On ne lui déclare pas la guerre. On se dit elle va juste être exclue de la SDN. Pour Staline, pas très important. Et le 28 juin 1940, l'URSS envahit la Bucovine du Nord et la Bessarabie, qui appartenaient à la Roumanie. Encore 2 agressions. Déclare-t-on la guerre à l'URSS? Bon, la France, elle est hors course cette fois, le 28 juin 1940, ou quasiment. Mais est-ce que les USA et l'Angleterre se liguent pour déclarer enfin la guerre à l'URSS? Non. L'URSS peut le faire. On ne déclare pas la guerre à l'URSS. Donc Hitler comprend parfaitement que l'essence de cette guerre n'est pas du tout traditionnelle. Ce n'est pas une guerre territoriale. Ce n'est pas une guerre pour des suprématies politiques. C'est une guerre idéologique pour l'éradication du national-socialisme. Et lorsque Hitler constate que l'URSS peut se permettre tout ce qu'elle veut sans être attaquée, il comprend que dans cette guerre idéologique, à un moment ou à un autre, l'URSS va se retourner contre l'Allemagne. Et à partir de la fin 1940, Hitler est convaincu que cette croisade d'extermination, dans cette croisade d'extermination, l'URSS va y participer. Et il répète à ses généraux, on le saura à Nuremberg, il n'y a plus aucun doute que l'Angleterre met ses espoirs dans un conflit sur le continent,
parce qu'autrement, elle aurait déjà abandonné la guerre dès Dunkerque. Et oui, fin août 40, finalement, l'Angleterre est complètement seule face à l'Allemagne. L'Angleterre a été obligée de rembarquer ses soldats à Dunkerque. L'Angleterre n'est pas prête. Normalement, l'Angleterre devrait dire, bon, ben écoutez, on n'a pas pu intervenir pour la Pologne, c'est fini, on ne peut pas attaquer l'Allemagne qui est beaucoup trop forte pour nous, donc on va signer une paix de compromis. Mais l'Angleterre ne le fait pas, et donc Hitler dit, ah, si elle ne le fait pas, c'est qu'elle met déjà ses espoirs dans une guerre sur le continent. Or, ce sera l'URSS. Et Hitler poursuit, on a déjà certainement conclu des accords sous le manteau. Les préparatifs russes sont indubitables et un jour, soudain, on essaiera de nous faire chanter froidement sur le plan politique ou alors on nous attaquera. Donc dès fin 1940, Hitler se doute que l'URSS joue le jeu des Alliés. C'est pas possible, sinon l'Angleterre aurait abandonné. La confirmation viendra fin mars 1941. Il y a un événement qui est aujourd'hui auprès du grand public passé sous silence, c'est le coup d'État en Yougoslavie. Il y avait un gouvernement yougoslave qui était favorable à l'Allemagne. Fin mars 1941, il est renversé. Les services secrets allemands préviennent. Ce renversement a été activement préparé par la Russie et ses agents communistes et a été financé par l'Angleterre. Je vous rappelle qu'est-ce que fait Hitler quand il voit que la Yougoslavie, il y a eu un putsch qui est hostile à l'Allemagne, il envahit la Yougoslavie et quand il fouille dans les archives, ils ont toutes les preuves qu'en effet, c'était un coup qui avait été préparé par la Russie avec le soutien financier de l'Angleterre. Et à Roosevelt et à Nuremberg, Göring dira « C'est précisément ce putsch qui ôta au Führer les dernières illusions qui pouvaient lui rester, pouvant croire que la Russie n'attaquerait pas l'Allemagne. » Et toujours à Nuremberg, l'ancien ministre des Affaires étrangères d'Hitler, Joachim von Ribbentrop, dira « Gravement préoccupé par le fait que tôt ou tard, la Russie d'un côté et les États-Unis avec l'Angleterre de l'autre se dresseraient contre l'Allemagne, Hitler devait donc s'attendre d'une part à une attaque de la Russie et d'autre part à une attaque combinée des États-Unis et de l'Angleterre, ce qui se traduirait par une attaque de grande envergure à l'Ouest. Toutes ces considérations firent que le Führer, après réflexion, décida de faire lui-même le premier pas et de déclencher une guerre préventive contre la Russie. Et Göring précisera, le Führer faisait le calcul suivant. Avant que l'Amérique en ait fini avec ses armements et la mobilisation de son armée, il aurait brisé l'avance russe par une attaque subite, il aurait écrasé les troupes russes à tel point qu'elles ne représenteraient plus qu'un danger insignifiant en cas de lutte contre les Anglo-Américains sur le continent. Et donc le 30 avril, Hitler fixe l'attaque de l'URSS le 22 juin. Aujourd'hui, on dit Hitler était un mégalomane et soudainement, il s'est dit « Bon, eh bien maintenant que je suis tranquille à l'ouest, que l'Angleterre ne peut plus rien faire, je vais attaquer la Russie, je vais attaquer un nouvel allié. Mon pacte de non-agression, c'est un chiffon de papier. » C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. En fait, à partir du moment où Hitler s'est dit « Bon, l'URSS joue, nous trahit dans le dos », elle est déjà en pourparlers avec l'Angleterre, donc avec l'Amérique. Nous avons un risque, un double risque. D'un côté, l'Angleterre et les États-Unis, de l'autre, l'URSS. On ne peut pas attendre que les deux nous attaquent en même temps. Ce n'est pas possible. Et il a repris la doctrine de Napoléon, qui consistait à dire on attaque en premier. On attaque pour détruire un adversaire, afin, après, de pouvoir faire face à l'autre, de mettre toutes ses forces pour faire face à l'autre, parce qu'on ne peut pas faire une guerre sur deux fronts. Et c'est cela, ça a été le calcul d'Hitler, on va écraser l'URSS pendant qu'il en est encore temps. Il faut en outre savoir que depuis plusieurs mois, les services secrets allemands, qui avaient quand même certaines informations, avaient noté un accroissement terrible des divisions russes, enfin soviétiques, à la frontière, et ils se disaient un jour ou Hitler en avait conclu qu'à un moment ou à un autre, il y aurait une attaque surprise. Alors aujourd'hui, on dit, c'est pas vrai, Hitler s'est trompé. Peut-être qu'il s'est trompé, mais moi, bon, je pense pas, mais peut-être. Mais dans le contexte du moment, il y avait un risque. Et Hitler ne pouvait pas se permettre de prendre ce risque
Il ne pouvait pas se permettre d'attendre. Donc, Hitler va faire le pari que l'on peut écraser l'URSS par une attaque surprise, comme il a écrasé la France avec une première attaque. Mais son calcul échoue. Son calcul échoue puisque, je vous rappelle, à partir de la fin novembre, un hiver russe très rude tombe sur l'URSS, la Russie, et ses armées sont bloquées, pas loin de Moscou, mais elles sont bloquées, donc l'URSS n'a pas été écrasée. Et à ce moment-là, dans cette guerre que Hitler sait être une guerre à mort, il y a un événement important qui va se profiler. Il faut savoir, fait que l'on ignore en général, c'est que depuis des mois, les USA menaient une guerre larvée contre le Japon. Le Japon était une petite île et il ne pouvait vivre qu'en commerçant avec des pays donc, qui étaient au-delà des mers, puisque le Japon était une île. Et depuis des mois, l'Amérique avait organisé une politique de blocus du Japon. Une politique qui menaçait d'asphyxier le Japon. Le Japon a tout tenté pour arriver à un accord avec les USA, pour qu'ils desserrent, voire qu'ils cessent cette politique de blocus. Les derniers efforts ont été faits fin novembre. Oui, je crois que c'est fin novembre, et la vanité de ces efforts est vraiment apparue le 2 décembre 1941. Or, le 4 décembre, il y a un événement qui se passe en Amérique. La Chicago Tribune publie en première page, sous le titre Roosevelt Wars Plan, donc les plans de guerre de Roosevelt, la Chicago Tribune révèle que Roosevelt est prêt à partir en guerre et veut partir en guerre. Alors Roosevelt sait qu'il est très difficile de partir en guerre contre l'Allemagne, parce que Hitler, lui, ne voulant pas une guerre avec les USA, notamment, avait donné l'ordre à ses navires, à ses sous-marins, de ne pas tirer sur des navires inconnus et d'éviter toute erreur avec un navire américain. Parce qu'il se rappelait qu'en 1917, les USA étaient rentrés en guerre après qu'un sous-marin allemand ait coulé le Lusitania. Et il se disait, il ne faut surtout pas refaire la même erreur. Donc, les équipages et les sous-marins avaient l'ordre, faites très attention, pas d'erreur. Roosevelt sait qu'il va être très difficile d'obtenir un casus belli avec l'Allemagne. Mais il sait qu'avec le Japon, en l'asphyxiant, le Japon va sûrement vouloir en sortir, desserrer l'étau et faire un casus belli. Et lorsque la Chicago Tribune dit oui, la politique de Roosevelt, c'est une politique qui mène les USA à la guerre, le Japon voit que de toute façon, il n'y a aucun espoir et qu'on va arriver à l'asphyxie financière et économique. Et donc le Japon se dit, eh bien, il faut attaquer en premier. Il faut attaquer en premier. Et ils vont attaquer donc la fameuse attaque de Pearl Harbor. Elle va avoir pour objectif de neutraliser le gros de la flotte américaine pour donner au Japon l'opportunité de respirer. Et en même temps, le Japon va va débarquer en Malaisie pour pouvoir occuper ce territoire et l'exploiter. Donc, Pearl Harbor, c'est ça, c'est le Japon qui se dit, de toute façon, l'Amérique ne cédera pas, il est en train de nous étrangler financièrement, économiquement, le gros de sa flotte est à Pearl Harbor, on va l'attaquer en premier pour la détruire, et on va envahir la Malaisie, et donc ça va nous donner un avantage que l'on va essayer d'exploiter. En Allemagne, c'est une totale surprise. Alors, je vous rappelle que les Américains avaient décodé les codes japonais, les codes militaires. Ils savaient que les militaires conversaient secrètement entre eux, les militaires japonais, par l'intermédiaire de bulletins météo. Les Américains le savaient. Et lorsque les services secrets, les services d'écoute américains comprendront qu'une attaque à Pearl Harbor se profile,
et ils vont avertir Roosevelt. Roosevelt ne fera rien. C'est très bien expliqué par Robert E. Theobald dans son livre The Last Secret of Pearl Harbor. Je ne crois pas qu'il soit publié en français, mais c'est un vice-amiral américain. Il a très bien expliqué comment l'Amérique a organisé une politique qui menait à la guerre contre le Japon et que lorsque Roosevelt, même quand il a su qu'une attaque était imminente, n'a rien fait pour l'éviter parce qu'il voulait justement qu'il y ait ce casus belli. Parce que les USA voulaient rentrer en guerre, il fallait participer à la croisade d'extermination du national-socialisme. Hitler, lui, ne voulait pas la guerre avec les USA. Mais sachant qu'en URSS, son pari a été perdu, le 11 décembre 1941, il déclare la guerre aux USA. Pourquoi? Pour une raison très simple. Il espère qu'en échange, le Japon va déclarer la guerre à l'URSS. Et encore une fois, à Nuremberg, le maréchal Keitel expliquera, je vous cite, « Ce qui nous intéressait, nous, soldats, c'était l'espoir que le Japon entrerait en guerre contre la Russie. Je me rappelle que vers novembre, début décembre 1941, au moment où l'avance allemande à l'ouest de Moscou s'était trouvée arrêtée et où j'accompagnais Hitler dans une visite au front, à maintes reprises, les généraux me posèrent la question « Quand le Japon va-t-il entrer en guerre ?» La raison pour laquelle ils me posaient cette question était que, du côté de Moscou, de nouvelles divisions russes étaient engagées dans la lutte, c'est-à-dire des troupes fraîches venant de l'Extrême-Orient. Vous comprenez? L'URSS ramenait des troupes fraîches de l'Extrême-Orient, maintenant qu'ils avaient l'hiver pour respirer, pour se réorganiser, pour, au printemps, faire face aux armées allemandes. Et l'Allemagne se disait, la seule façon d'éviter cela, c'est que le Japon déclare la guerre à l'URSS pour que l'URSS soit obligée de maintenir ses troupes et qu'elle ne puisse pas ramener des troupes fraîches, ce qui nous permettra au printemps de reprendre l'attaque et d'espérer vaincre enfin l'URSS. Et donc Hitler a cet espoir. Et voilà pourquoi il déclare la guerre à l'URSS, à l'Amérique, aux USA, en décembre 1940. Aujourd'hui, on dit que c'était un mégalomane qui déclarait la guerre à tout le monde, mais pas du tout. Quand on comprend les stratégies, on comprend parfaitement ce qu'a voulu faire Hitler. Hitler a fait le pari que le Japon va le récompenser en déclarant la guerre à l'URSS. Et le Japon ne déclare pas la guerre à l'URSS. C'est un échec diplomatique. Donc, en cette fin 1941, dans cette lutte à la vie et à la mort, l'Allemagne a subi 2 défaites. Elle n'a pas pu écraser l'URSS et le Japon ne va pas l'aider. À partir de ce moment-là, le dernier espoir, ce sera qu'au printemps, l'Allemagne puisse attaquer pour empêcher notamment l'Amérique de ravitailler la Russie. Et peu après Pearl Harbor, le ministre des Affaires étrangères allemand, donc Joachim von Ribbentrop, va prévenir Hitler. Et voilà ce qu'il lui dit. « Nous avons 1 an devant nous pour mettre fin aux livraisons américaines à la Russie par Mourmansk et le golfe Persique. Donc, d'ici là, il faut que les Japonais aient pris Vladivostok. Si nous échouons et si le potentiel d'armement américain et le potentiel humain russe se conjuguent, nous aurons le plus grand mal à terminer victorieusement la guerre. » Et Ribbentrop dira que quand il lui dit ça, quand il dit « on n'a plus qu'1 an pour prendre le golfe Persique et Mourmansk afin de cesser que les USA ravitaillent l'URSS. Si ça ne se fait pas, et si le Japon n'attaque pas et ne prend pas, eh bien, pour nous, ce sera très mauvais. » Et là, Hitler se tait, car il sait que l'Allemagne n'a pas le choix. La guerre entreprise par les démocraties est une guerre d'extermination du Reich. Il n'y aura pas de paix de compromis possible. Il faut vaincre ou être laminé. Encore une fois, nous sommes dans une guerre d'extermination. Hitler, peu après Pearl Harbor, il le sait, ça. Il le sait. Et une confirmation que les démocraties mènent une guerre religieuse contre l'Allemagne va venir le 7 janvier 1942. Le 7 janvier 1942, Roosevelt
s'adresse dans un discours radiodiffusé à la nation américaine tout entière. Et écoutez ce qu'il va dire, écoutez ce discours dont je prends un passage. Il parle de ses adversaires, en premier lieu des Allemands. Et il dit « Ils savent que pour nous, la victoire signifie la victoire de la liberté. Ils savent que pour nous, la victoire signifie l'institution de la démocratie, l'idéal de la famille, les principes simples de la morale commune et de l'humanité. Ils savent que pour nous, la victoire est celle de la religion. Et ils ne peuvent pas le tolérer. Il n'y a pas assez de place dans le monde pour Hitler et pour Dieu. Les nazis l'ont maintenant démontré en annonçant leur plan pour imposer au monde leur néopaganisme germanique, un plan qui prévoit de remplacer et la Sainte Bible et la Miséricorde par Mein Kampf et le glaive. Nos objectifs sont clairs, écraser le militarisme imposé par les seigneurs de la guerre à leurs peuples devenus esclaves, libérer les nations asservies, établir et protéger la liberté d'expression. Ça me fait un peu rigoler. La liberté de religion, la liberté de choix et libérer le monde de la peur. Le message était limpide. Les démocraties menaient une croisade religieuse. Il n'y a pas de place, assez de place dans le monde pour Hitler et pour Dieu. Nous défendons Dieu, alors que Hitler, c'est le paganisme germanique, etc., etc. Bon, tout le blabla habituel. Donc, Roosevelt dit, nous sommes les défenseurs du bien, de la lumière. Et en face, ce sont les ténèbres. Nous sommes dans une guerre, dans une croisade religieuse contre Satan, contre l'incarnation du mal. Et voilà pourquoi une guerre comme ça ne se termine pas. Une guerre religieuse dure tout le temps, parce qu'il y aura toujours un principe du mal à découvrir quelque part. La guerre ne s'est pas arrêtée en 1945. C'est la phase armée de la lutte qui s'est arrêtée en 1945, mais la phase idéologique continuait. Le premier acte de cette phase idéologique, c'était le grand procès de Nuremberg. Il fallait pendre les complices du mal, les suppôts de Satan. Ça a été le premier acte. Et aujourd'hui encore, cette guerre continue. Je vous ai rappelé le discours de Roosevelt le 7 janvier 1942. Écoutez ce que Manuel Valls a dit à Oradour après sa visite à Oradour en 2014. À la suite, il a prononcé un discours devant le maire d'Oradour, etc. Voilà ce qu'il dit. Alors, aujourd'hui rassemblés dans l'unité nationale, c'était nécessaire, nous menons ce combat essentiel, ce combat d'après les combats, mais qui compte plus que tout. Donc là, il dit bien, la guerre armée est finie, mais nous continuons le combat, un combat après les combats. Et il continue, si nous ne le faisions pas, nous aurions perdu et la barbarie par-delà les années aurait gagné. Non, à la nuit, nous devons opposer la lumière. Et aujourd'hui, une fois encore, nous faisons entrer la lumière dans les consciences. Car Oradour, c'est aussi une mise en garde pour combattre et ne jamais laisser prospérer les idéologies de mort. Nous poursuivons une guerre religieuse, dit-il. Nous faisons entrer la lumière dans les consciences. Et M. Valls continue, nous le savons bien, nous le voyons trop, nous l'entendons. Les idéologies de mort n'ont pas disparu, elles sont là. Elles rôdent, elles embrigadent, elles poussent des individus, parfois très jeunes, à s'enrôler, à prendre les armes, à frapper au hasard, à tuer. Les fanatismes, les radicalismes ont toujours leur chef, leur doctrine qui appellent à semer la terreur, à n'avoir aucune considération pour la vie humaine ou les populations civiles. Et c'est à nous, démocratie, c'est à la France de ne rien céder, de ne laisser aucune brèche, et d'agir avec la plus grande détermination, ici et partout en Europe, dans le monde. La guerre mondiale continue. La guerre de la lumière contre les ténèbres, contre les fanatismes. Manuel Valls en 2014.
Roosevelt en 1942, Manuel Valls en 2014, le même discours, la même guerre continue. Alors, pourquoi cette guerre religieuse? Pourquoi cette guerre contre le national-socialisme? Eh bien, on vous dira souvent, parce que le nationalisme c'était une dictature, la preuve, les nationaux-socialistes ont ouvert les camps de concentration très rapidement pour mettre leurs adversaires et blablabli et blablabla. Bon, là encore, j'y ai répondu, notamment sur mon blog, il y a une vidéo, pourquoi Hitler a-t-il ouvert les camps de concentration? J'avais ensuite publié une brochure, mais qui est épuisée. Bon, je n'y reviendrai pas aujourd'hui, ça nous mènerait trop loin si on voulait expliquer. Bon. J'ai refait un petit article que j'ai proposé d'ailleurs à Rivarol, pourquoi Hitler a-t-il ouvert les camps de concentration? C'est un petit résumé de ma vidéo. Non, la vraie raison, elle n'est pas là. Elle n'est pas que le national-socialisme soit une dictature. Même si c'était une dictature, ce que je ne crois pas, de toute façon, il y a plein de dictatures dans le monde entier et les démocraties n'en ont rien à faire. Non. La vraie raison, elle est ailleurs. La vraie raison, c'est qu'il y a une opposition profonde et irrémédiable entre l'idéologie moderne, l'idéologie de nos démocraties, et le national-socialisme. L'idéologie sur laquelle nous vivons, nous, en France, etc., c'est une idéologie individualiste. Nous sommes sous le règne de l'individualisme. L'individualisme est fondé sur les droits de l'homme. Droits de l'homme, mais quand vous voulez savoir ce qu'une notion signifie, je vous conseille quelque chose. N'allez pas voir des sites de philosophie, ça va être très très long, très très embrouillé, et on ne va rien comprendre. Comme disait Coluche, quand ils ont fini de répondre, vous ne comprenez plus la question que vous aviez posée. Eh bien, moi, quand je veux savoir ce que le peuple simple connaît d'une notion, je vais voir comment on l'explique aux jeunes. Donc, pour l'individualisme, j'ai été sur Wikidia. Vous savez, Wikidia, c'est l'encyclopédie comme Wikipédia, mais pour les 8-13 ans. Alors, c'est toujours intéressant d'aller voir ce qu'ils nous disent. Et voici comment ils définissent l'individualisme. En philosophie, l'individualisme est une théorie qui considère que l'identité personnelle est plus importante que l'identité collective. Voilà, l'homme avant la communauté. Enfin, l'individu avant la communauté. Selon elle, les êtres humains cherchent avant tout leur bonheur personnel, même si leurs activités nécessitent d'interagir avec les autres. En politique, l'individualisme est une théorie selon laquelle le but de la société est de donner aux individus le maximum de liberté pour qu'ils puissent s'épanouir sans forcément interagir avec les autres. Et ça, c'est très important à l'heure d'Internet, où des gens n'interagissent plus, mis à part par écran interposé. En ce sens, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est individualiste. Et écoutez la suite, cela s'oppose au fascisme pour qui l'individu n'est rien et doit sacrifier ses intérêts personnels à l'intérêt du groupe. Mais cela s'oppose aussi au socialisme, etc. Ça nous intéresse moins. Et il se termine, dans un sens ordinaire, l'individualisme est une tendance à ne penser qu'à soi. C'est alors le contraire de l'altruisme et de la solidarité. Donc ce qu'un jeune va retenir, c'est qu'en gros, l'individualisme, il m'accorde des petites libertés personnelles pour que je puisse m'épanouir et que je suis plus important que la collectivité. Donc le pays, la nation ne compte pas. Non, je suis là, j'aurais pu naître n'importe où, l'important c'est que je puisse m'épanouir. Okay ? Et surtout, on lui dit, c'est le contraire des fascismes. Hein. Retiens bien ça. Parce que les fascismes, toi tu dois t'écraser, tu seras écrasé par la communauté. Et il est vrai que le national-socialisme est quelque chose de totalement opposé à cela. C'est deux faces, mais totalement contraires, qui sont irréconciliables. Ce n'est pas deux faces d'une même médaille, c'est deux mondes complètement différents. Il suffit de lire Mein Kampf. Et Mein Kampf, il y a des passages très très intéressants. Je vais vous citer le passage, moi, qui m'a vraiment fait devenir national-socialiste. C'est quand j'ai lu ça, et que Hitler dit « Sitôt que l'égoïsme établit sa domination sur un peuple, les liens de l'ordre se relâchent, et en poursuivant leur propre bonheur, les hommes sont précipités du ciel dans l'enfer. La postérité oublie les hommes qui n'ont cherché que leurs propres intérêts
et vante les héros qui ont renoncé à leur bonheur particulier. Et ça, ce passage, ça a vraiment fait tilt, j'avais 16-17 ans, dans mon esprit. Et d'autres passages sont très intéressants. Voilà ce que disait Hitler. Le devoir de l'individu est de restituer à la communauté nationale, par son zèle et son honnêteté, ce qu'il a reçu d'elle. Celui qui agit ainsi mérite la plus grande estime et la plus haute considération. Le salaire matériel accordé à un individu peut correspondre à l'utilité que le produit de son travail présente pour la communauté. Mais le salaire idéal doit être l'estime à laquelle peut prétendre tout homme qui consacre au service de son peuple les capacités que lui a données la nature et que la communauté a complètement développées. Il n'y a plus de honte alors à être un bon ouvrier, mais il est honteux d'être un fonctionnaire incapable qui vole le temps de Dieu et le pain quotidien du bon peuple. Alors on trouvera aussi tout naturel qu'on n'assigne pas une tâche à un homme qui est, par principe, incapable de la remplir. Et plus loin, Hitler parlait justement de la remise d'un diplôme de citoyen à un jeune qui va s'engager pour la communauté, et voilà ce qu'il dit. La remise du diplôme de citoyen sera accompagnée de la prestation solennelle d'un serment par lequel le nouveau citoyen jurera fidélité à la communauté et à l'État. Ce diplôme constitue un lien unissant tous les membres de la communauté. Il comble le fossé séparant les différentes classes sociales. Un balayeur des rues doit se sentir plus honoré d'être citoyen de ce Reich que s'il était roi d'un État étranger. Et il termine sur ce sujet en disant « Ce n'est pas avec des phrases et des théories que l'on peut satisfaire les besoins des ressortissants d'un peuple, c'est grâce à la portion des biens collectifs qui échoit à chaque jour à chacun et qui lui prouve que la communauté sert les intérêts de l'individu grâce au travail de tous. » Autrement dit, Hitler dit « Mais oui, vous allez d'abord vous sacrifier pour la communauté, vous allez travailler pour la communauté. Mais en travaillant pour la communauté, vous allez faire que cette communauté, elle sera prospère, parce qu'elle sera unie. Chacun travaillera à sa place pour le bien de tous. Le balayeur sera aussi fier et respecté que le grand patron. Et une fois que tout le monde aura travaillé pour la communauté, donc que la communauté sera prospère, alors, dans un souci de justice sociale, la communauté redonnera à chacun son dû. Donc, on a le principe philosophique qui dit que le bien commun est le meilleur de votre bien particulier. Sous-entendu, si vous vous donnez à la communauté et que que les gouvernements ne sont pas des escrocs qui prennent tout pour eux, mais qui songent à redistribuer selon la justice, vous allez être très heureux. Donc, le bien commun sera le meilleur de votre bien particulier parce qu'ensuite, la communauté vous restituera et vous donnera tout. Et on peut reprocher ce que l'on veut à l'Allemagne national-socialiste, mais elle a prouvé que ça fonctionnait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'on inculque aux gens travailler d'abord pour tout le monde et ensuite vous allez y gagner personnellement. Après ce sacrifice, vous aurez des récompenses que vous ne pouvez pas imaginer. L'Allemagne national-socialiste a prouvé que ça fonctionnait. Et c'est pour ça qu'à l'époque, l'Allemagne a produit plein de petites brochures qui présentaient l'économie, l'agriculture, sa politique familiale, sa politique envers la jeunesse, sa politique donc de prévoyance à long terme. Et toutes ces brochures, nous les republions. Elles sont là, ici, aujourd'hui, parce qu'elles ne sont pas encore au catalogue pour des raisons techniques, mais peu importe. Nous, on a créé donc une série qui s'appelle Le Reich authentique et qui présente tous les aspects de la politique du Reich et tous les aspects, toute la réussite de cette politique dans plein de domaines, aussi bien familial qu'économique, stabilité des prix, amélioration du rendement de l'agriculture, comment l'habitat, comment était fait l'habitat, comment on s'occupait des vieillards et des faibles, etc., etc. Ce sont des brochures uniques. Et il y a un livre que j'ai toujours conseillé aux gens, c'est ce fameux Cesare Santoro, qui s'appelle « 4 années d'Allemagne d'Hitler ». C'était un journaliste qui est resté en Allemagne de 1934 à 1938, qui a observé l'Allemagne
et qui a ensuite fait un rapport, alors tout complet, avec, avec des graphiques, etc., une véritable étude de la réussite économique du national-socialisme. Alors ce livre était introuvable, nous l'avons réédité dans une édition qui le mérite, une édition donc avec un peu luxe, avec une belle couverture, etc., parce que c'est la Bible qui nous montre comment, à l'époque, on pouvait se rendre compte de la réussite du national-socialisme, alors qu'au départ, on disait « mais ils n'ont aucun technicien, ils vont échouer très vite ». Et non, parce qu'il y avait au départ, c'était une position philosophique différente. Ils n'avaient pas besoin de techniciens. Bien sûr, des techniciens sont venus, mais ils n'en avaient pas besoin. L'important, c'était de refaire l'esprit en disant « travaillez d'abord pour la communauté, fini l'individualisme ». C'est ça le secret. Et c'est ça que nos systèmes actuels ne supportent pas et craignent. Ils le craignent parce qu'ils savent que, eh bien, si les gens s'en apercevaient, leur système ne pourrait pas tenir. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas du tout. Alors, il faut savoir que la guerre s'est terminée, et pour vaincre l'Allemagne, je reviens un peu à cette guerre, donc cette croisade religieuse. Dans une croisade religieuse, quand il s'agit de combattre le mal, tout est permis. On dit, comme je suis moi le bien, je peux tout me permettre. Et pour vaincre l'Allemagne, les Alliés ont mis au point une stratégie qui était aussi géniale que criminelle. Géniale, c'était de dire, on ne va pas vaincre les armées. L'Allemagne est très forte. Non. Ils vont dire, la guerre moderne est une guerre très particulière. C'est une guerre continent contre continent. C'est une guerre avec des armes modernes. Les armes modernes, ça nécessite de la production d'armes et ça nécessite aussi des choses aussi évidentes que le caoutchouc. Il faut bien que les véhicules aient du caoutchouc. Ça nécessite des productions d'armement. Ça nécessite plein de productions et aussi tout le reste des voies de communication, parce que ce n'est pas le tout de produire, il faut acheminer. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vaincre l'Allemagne là-dessus. Et on va bombarder l'Allemagne. On va la bombarder pour la désorganiser. On va détruire son potentiel de production et son potentiel également de distribution. Et en même temps, on va détruire les villes pour sidérer la population, pour la faire rentrer dans un climat de terreur. Voilà. Voilà ce que les Alliés vont mettre au point. Ils vont fabriquer des forteresses volantes. Alors, vous savez que les forteresses volantes étaient si modernes à l'époque qu'il y avait à peu près 150 km de fil par forteresse. Il n'y avait pas d'électronique à l'époque. C'était énorme ce qu'il y avait. Eh bien, ces forteresses volantes, donc, et ils vont les moderniser. Ils vont les moderniser de façon à ce que, au départ, elles jettent quelques tonnes de bombes à l'heure et à la fin, ça va être quelques dizaines de tonnes de bombes à l'heure. Et ils vont moderniser les bombes. Ils vont faire des bombes au phosphore, des bombes qui dans un premier temps perçaient les toits et ensuite répandaient leur phosphore à tous les étages. C'était les bombes contre les habitations. Alors paradoxalement, tout cela, j'en parle dans mon nouveau livre sur Oradour, parce que la première partie nécessitait que j'en parle. Je n'y reviendrai pas dans le cadre de cet exposé, ça nous mènerait beaucoup trop loin. Quoi qu'il en soit, les Alliés mettent au point une stratégie de bombardement de terreur et de bombardement de destruction qui provoque l'enfer sur Terre. Mais il va falloir justifier cette stratégie. Alors, souvent on la justifie en disant « de toute façon c'était les Allemands qui avaient commencé, donc les Alliés n'ont fait que répondre ». D'abord, c'est faux, c'est entièrement faux, ce sont les Britanniques qui ont commencé. D'ailleurs, ils avaient commencé bien avant la Deuxième Guerre mondiale, puisque en Inde, par exemple, quand il y avait une révolte dans un village, ils bombardaient le village et ils disaient aux gens « tant que vous n'êtes pas soumis, on bombardera ». Et donc, les indigènes se soumettaient. C'est très bien expliqué dans celui qui a organisé les bombardements, il explique tout à fait ça. Mais pour dire que ce n'est faux et que ce n'est pas les Allemands qui ont commencé, mais les Britanniques, j'en parle aussi dans mon nouveau livre sur Oradour.
Je n'y reviendrai pas maintenant. Maintenant, j'irai plus loin. Supposons même que ce soit vrai. Supposons même que ce soit l'Allemagne qui ait commencé. Il faut savoir que le droit international est très clair. Si votre adversaire viole le droit international, ça ne vous donne pas le droit de le violer vous aussi. Et qui l'a dit, qui l'a rappelé? Eh bien, c'est le procureur général à Nuremberg, le procureur Jackson, qui donc organisait la mise en accusation des chefs vaincus. Et il a dit, je vous le cite, « Je crois savoir que c'est un principe bien établi du droit international que la violation de ce droit par un pays n'excuse nullement ou ne justifie pas les mêmes violations commises par un autre pays. » Donc en disant ça, Robert Jackson, je veux dire, porte le blâme sur les vainqueurs. Vous ne pouvez pas dire, oui, mais l'Allemagne avait commencé, elle avait violé le droit international, donc nous, on avait le droit de le faire. Non, vous n'aviez pas le droit. Mais on va encore aller plus loin. Allez, supposons que vous estimiez que vous avez le droit, que vous estimez que vous avez le droit à exercer des représailles. Eh bien, il y avait un principe du droit international qui était très clair. C'était que les représailles devaient rester mesurées. Et voici comment on le disait, je cite, « On doit toujours tenir compte de la proportion nécessaire entre le mal et le remède. Il serait contraire à toute moralité humaine de répondre à des transgressions du droit qui n'auraient pas dépassé certaines limites par des représailles d'un caractère universel et formidable, fût-ce dans les matières où les représailles peuvent être licites. » Sous-entendu, si votre adversaire a violé le droit international et a commis des crimes, vous pouvez faire des représailles, mais qui restent dans la même proportion. Or, les bombardements des Allemands sur l'Angleterre, qui visaient avant tout d'ailleurs Coventry, etc., Birmingham, qui visaient d'abord des usines, faisaient quelques dizaines, quelques centaines, voire dépassaient le millier de morts. C'était tout. Alors bien sûr, c'est déjà énorme pour les morts, c'est pas ce que je ne relativise pas, mais les bombardements britanniques, enfin anglo-américains, allaient beaucoup plus loin. En une nuit à Hambourg, 100 000 morts. Dresde, environ 100 000, 200 000, jusqu'à 300 000 morts. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune comparaison. Les Allemands, et Göring l'a bien expliqué à Nuremberg, ont bombardé des usines. Bon, il y avait des bombes qui s'égaraient, puis en plus, après, il y avait l'incendie. Mais les Alliés, c'est pas ça du tout. On attaque la ville pour la détruire intégralement, pour massacrer les populations. On fait des bombes au phosphore, qui fait que même les gens qui se réfugient dans les caves, la chaleur est tellement intense qu'ils en meurent. Et ils iront très loin, les Anglo-Américains, enfin les Américains, puisqu'ils vont même aller jusqu'à pénétrer l'intimité de la matière pour construire des bombes atomiques. Et ils vont nous faire une purée de 60 000 Chinois en quelques dizaines de secondes. Ils vont s'attaquer à des villes ouvertes. Bon, donc, ils ne pouvaient pas invoquer le fait de dire « oui, mais les Allemands ont commencé, donc nous, on a fait que répondre ». Absolument pas. Leur réponse était totalement disproportionnée. Donc, triple mensonge. Un, ce n'est pas les Allemands qui ont commencé. Deuxièmement, même si c'était eux, une violation du droit international ne leur donnait pas le droit de violer le droit international, et même s'ils avaient eu le droit de faire des représailles, il fallait qu'elles soient mesurées, et elles n'ont pas été mesurées. Donc, une stratégie triplement mensongère et criminelle. Alors, les Alliés vont se dire, mais comment peut-on justifier cela? Eh bien, la réponse sera apportée par un éditorialiste américain, Jack Ramsey, le 4 mars 1945. Il va écrire un éditorial, alors c'est dans le Cincinnati Inquirer. Il va admettre, il dit, les armadas aériennes des Alliés cachent le soleil et la lune du ciel allemand en lançant nuit et jour des bombes par milliers. Donc il admet que l'Allemagne est bombardée 24 heures sur 24, c'est impossible. Et puis voici la justification. C'est la monnaie de la pièce rendue pour la Pologne et les Pays-Bas, pour la Grèce et la France, pour l'Idice et les chambres de torture, pour les exécutions dans les chambres à gaz en Pologne et en Russie, pour l'affamement des Juifs et des Russes par milliers, jusqu'à ce que les survivants ne soient plus que des squelettes ambulants. Et il conclut, les méthodes de guerre alliées sont douces, elles sont conformes aux lois de la guerre. Je résume, cet éditorialiste dit,
on ne fait que venger les chambres à gaz, l'affamement des prisonniers. Donc, les crimes d'en face sont si énormes que finalement, nos méthodes de guerre, elles sont douces. Ça va, elles sont conformes au droit international. C'est un discours totalement mensonger, mais le principe est posé. Il faut trouver des crimes terribles en face. Ça va permettre deux choses. Un, de cacher nos propres crimes de guerre en les justifiant, en disant ils ont fait pire en face. Et deux, ça va permettre de justifier notre croisade d'extermination du national-socialisme. Alors à partir de là, les Alliés, emportés par la nécessité de justifier leur croisade d'extermination, vont raconter tout et n'importe quoi. Par exemple, je pourrais multiplier les exemples, mais j'en prendrai qu'un. Auschwitz est libéré le 27 janvier 1945. Voici ce que va écrire un correspondant de guerre américain le 2 février 1945. C'est dans The Springfield Leader and Press. Il écrit, donc à propos de Auschwitz, insatisfaits par les premières méthodes d'exécution qui consistaient à mitrailler les victimes dans des tranchées qu'elles avaient elles-mêmes creusées, les Allemands augmentèrent la production en mécanisant leur usine de meurtre. L'appareil sans doute le plus élaboré était un tapis roulant électrique sur lequel des centaines de personnes pouvaient être électrocutées simultanément puis acheminées directement sur le tapis dans des fours. Elles étaient brûlées presque immédiatement, produisant de l'engrais pour les champs de choux environnants. Des chambres à gaz furent aussi construites. Donc, le 2 février 1945, on dit, bon, à Auschwitz, les Allemands, ils ont fait un tapis roulant électrique, donc les gens montent dessus, on les électrocute, ils tombent, et le tapis les emmène jusqu'à un four où ils sont instantanément réduits en cendres, et là, de là, on déverse les cendres dans les champs de choux environnants pour que les gens puissent manger du chou. Bon. Et à l'inflation, alors, à toutes les méthodes, on parlera justement d'abat-jour en peau humaine, on parlera de tout. À Nuremberg, je vous rappelle qu'on a accusé les Allemands d'avoir fait cuire des prisonniers russes à la broche. Les Allemands étaient devenus des cannibales. On les a accusés d'avoir testé des bombes atomiques sur des Juifs. C'était un véritable délire, ce qui se passait. Eh bien, au délire par rapport aux méthodes, il y avait aussi le délire dans les chiffres. Le 27 novembre 1944, la presse alliée annonce que d'après le livre noir publié en Union soviétique sur l'extermination des Juifs, eh bien, le nombre de Juifs exterminés atteint 6 millions. Donc, l'inflation totale, le délire dans les méthodes et l'inflation totale dans les chiffres. Et ce qu'il y a d'intéressant, ce qu'il y a de passionnant, c'est que le peuple américain n'y croit pas. Il ne croit pas au chiffre des 6 millions. Alors vous allez me dire, comment vous le savez-vous? Eh bien parce que j'ai découvert, en compulsant donc les archives de la presse américaine, que le 3 décembre 1944, l'entreprise Gallup, qui avait inventé le sondage, le 3 décembre 1944, l'entreprise Gallup publie le résultat d'un sondage où on demande aux gens « Combien pensez-vous que les Allemands ont exterminé de Juifs ?» Je vous cite les résultats. 27% des Américains pensaient moins de 100 000, 6% de 100 000 à 1 million, 6% 1 million, 8% de 2 millions à 6 millions et 4% plus de 6 millions. Et un quart des sondés disaient « on ne sait pas, on ne peut pas savoir ». Ça veut dire qu'en décembre 1944, seuls 12% des Américains croient que les Allemands ont exterminé plus de 2 millions de Juifs. Les autres, soit ils ne savent pas, soit surtout ils se disent c'est moins. Et la catégorie la plus importante, 27% de ceux qui prétendent savoir, disent moins de 100 000. Donc le peuple ne croit pas à ces chiffres. Et ça, c'est très important. Et alors, face à cela, les Anglo-Américains vont renforcer leur propagande.
Et le meilleur moyen de la renforcer, ça va être de dire on va mettre Hitler en procès pour gazage homicide. Et ça, c'est un fait qui aujourd'hui est très oublié. Mais fin mars 1945, la presse alliée annonce qu'après la victoire, Hitler en personne sera poursuivi pour gazage homicide. Je vous cite 2 titres lus dans la presse. Hitler risque un procès pour meurtre en chambre à gaz. Un autre titre, les meurtres en chambre à gaz formeront peut-être la base du procès d'Adolphe. Donc la presse alliée annonce que, pour démontrer qu'en face, c'est le mal absolu, on va mettre Hitler en procès pour gazage homicide de 6 millions de personnes. Et ça va faire quelque chose de très intéressant et qui va nous permettre de répondre à un argument. Parce que vous remarquerez, enfin vous n'avez peut-être pas remarqué si vous n'avez pas beaucoup discuté, mais il y a un argument qu'on nous oppose, c'est de dire mais si l'accusation de chambre à gaz était fausse, pourquoi l'Allemagne n'a-t-elle pas réagi? Pourquoi l'Allemagne n'a-t-elle pas démenti? Pourquoi avant le 8 mai 1945, alors que l'accusation circulait depuis 1942, l'Allemagne n'a pas réagi? Et là, les révisionnistes n'avaient pas de réponse. Eh bien, je l'ai trouvée, la réponse. Je l'ai trouvée, encore une fois, en épluchant la presse américaine. C'est une mine d'or, la presse américaine. Ça vaut vraiment le coup. Et j'ai appris que le 8 avril 1945, Radio Berlin a démenti l'existence des chambres à gaz. Il y a un présentateur qui était un Français, mais qui parlait parfaitement anglais. Il souligna que les prétendues chambres à gaz homicides découvertes en Pologne et dans la partie ouest de l'Allemagne étaient, je cite, de simples appareils de désinfection. Il ajouta qu'en présentant ces appareils de désinfection comme des chambres à gaz, la propagande américaine ressortait l'une de ses plus vieilles histoires d'atrocités favorites. Donc, le 8 avril 1945, pour répondre au fait que les Alliés annoncent qu'ils vont mettre Adolf Hitler en procès pour les chambres à gaz, Radio Berlin démentit en disant « Mais les chambres à gaz, les appareils que vous nous présentez comme des chambres à gaz, mais c'était des appareils de désinfection, c'est tout. » Donc il y a ce démenti. Alors, des recherches supplémentaires, dans les archives allemandes, il n'y a pas cette émission. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été prise en archive, mais elle n'y est pas. Mais en revanche, l'émission a été citée dans 5 ou 6 journaux américains que j'ai retrouvés et qui, au même jour, disent voilà, il y a eu un démenti de Radio Berlin. Donc, Radio Berlin dément, et face à ce démenti, les Alliés vont renforcer leur propagande. Et notamment, le 11 avril, les Alliés vont affirmer qu'à Auschwitz, 5 millions de Juifs ont été gazés. Et le 4 mai 1945, alors, ce qui va se passer, alors ça c'est intéressant aussi, c'est qu'il y avait que les Russes qui parlaient de chambres à gaz. Mais bon, la propagande russe, ouais, on savait un peu ce qu'il fallait en penser. Parce qu'on savait déjà, petite parenthèse, que notamment Katyn c'était du pipeau. Que lorsque les Russes disaient que Katyn c'était les Allemands, on savait que c'était eux du pipeau. Et on en a une preuve très nette et une preuve évidente. C'est qu'à Nuremberg, je veux dire, les juges ont été hyper gênés au moment de traiter l'affaire de Katyn. Hein. Ils ont dit, bon, les Russes vont dire leur explication, les Allemands la leur, et puis après, on va clore l'affaire. Bon, c'était évident qu'ils savaient que Katyn, c'était du pipeau. D'ailleurs, depuis, il y a une lettre qui a été retrouvée où un juge dit, bon, c'est un très très mauvais dossier, Katyn, il ne vaut même pas trop en parler. Donc, ce qui va se passer, c'est que les Alliés savent que la propagande russe, on ne peut pas y faire confiance. Ils devaient trouver une chambre à gaz dans un camp. Mais tous les camps qui libéraient, Weingen, Ohrdruf, Buchenwald, ne trouvent pas de chambre à gaz. Et à la fin, il ne leur reste plus qu'un camp. C'est fin avril 1945. La guerre est presque finie. Ils n'ont pas encore trouvé de chambre à gaz. Et le dernier camp, le dernier grand camp à libérer, c'est Dachau. Et ils vont le libérer fin avril 1945. Et le 4 mai 1945, la presse, notamment The Evening Express, va publier la fameuse photo où on voit un soldat britannique, ou un GI américain, pardon,
devant une chambre à gaz de Dachau avec la fameuse porte en acier, une petite tête de mort et marqué « Attention, gazage de telle heure à telle heure ». En fait, le GI était devant une des 5 chambres de désinfection qu'il y avait à Dachau. À Dachau, ils avaient découvert un bâtiment d'hygiène, le bâtiment d'hygiène qu'il y avait dans tous les camps militaires, etc., ou dans tous les camps. C'était très simple, il y avait une grande salle de douche. Quand les déportés sales arrivaient, ils se déshabillaient, ils donnaient leurs habits au niveau des salles de désinfection des déshabits, donc des petites chambres à gaz, ou des fois c'était des chambres à vapeur, là c'était des petites chambres à gaz. Ils passaient à la douche et quand ils ressortaient, on leur donnait des habits propres, c'est-à-dire des habits qui avaient été gazés quelques jours auparavant ou un jour auparavant. Voilà, et donc les Américains trouvent ça, ils trouvent 5 petites chambres à gaz et une salle de douche. Et ils vont nous dire, ça y est, on a trouvé 6 chambres à gaz à Dachau. Voilà. Et c'est comme ça, c'est assez marrant, mais c'est comme ça que les Américains vont commencer leur propagande en disant, ça y est, on a montré à nos peuples une chambre à gaz. C'était une chambre de désinfection. Et alors, ils diront ensuite, non, non, oui, ça c'était des chambres de désinfection, mais la grande salle de douche, c'était une chambre à gaz. Alors, en 1978, le comité international de Dachau a dit que cette chambre à gaz n'avait jamais été mise en fonctionnement. C'était une façon de dire que ce n'était pas une chambre à gaz, quoi. Aujourd'hui, si vous visitez Dachau, vous lirez que cette chambre à gaz est le centre de meurtre de masse potentiel. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été utilisée ou très peu. Donc, les Allemands ont fait une chambre à gaz, et puis après, ils l'ont très peu utilisée. Ils envoyaient les déportés se faire gazer au château de Hartheim. Comprenez la logique si vous pouvez. Enfin, on est dans le délire. Et finalement, Jean-Claude Pressac, lui, a expliqué que ce local était une chambre à gaz médicale expérimentale qui n'avait servi qu'une fois, en 1944, pour une expérience sur le gaz de combat. Oui, alors je sais qu'on a fait tout un pataquès et on en fait encore un aujourd'hui sur les expériences humaines sous les nationaux-socialistes. Et c'est comme ça qu'en 1946 ou 1947, ou 46-47, les médecins nazis ont été mis en procès pour donc expérience sur des êtres humains. Alors moi j'ai lu l'intégralité de ce procès qui a été pris en scénographie par les Anglais ou par les Américains, et j'en ai fait un article donc, qui s'appelle « Cobayes humains ». J'avais répondu à Jean-Pierre Dickès, un catholique qui avait dit que le national-socialisme avait fait des expériences horribles sur les humains, et les avocats des médecins nazis ont fait un travail extraordinaire pour défendre leurs clients. Et ce procès est remarquable pour voir comment les médecins se sont défendus, et c'est extraordinaire. C'est pour ça que j'en ai fait toute une brochure pour expliquer que cette histoire d'expérience humaine sous les nationaux-socialistes, c'est vrai, mais ce n'est pas l'horreur qu'on a dite, et c'est surtout dans d'autres circonstances. C'est quand ils étaient obligés de faire des expériences rapides à cause de la guerre. Enfin bon, tout ça, je l'explique, ceux qui sont intéressés pourront acheter cette brochure. J'en ai retrouvé 3 exemplaires, je pensais qu'elle était épuisée, mais bon. Donc, voilà. Alors, les Alliés présentent une chambre à gaz, celle de Dachau, et puis ensuite, ils publient le rapport de la commission russe sur Auschwitz, le fameux rapport disant que les Allemands avaient fabriqué des chambres à gaz à Auschwitz, que la mort venait entre 3 à 5 minutes et que 20 à 30 minutes après, les corps étaient enlevés et transportés dans des fours crématoires ou dans des fosses, et que de cette façon, les Allemands à Auschwitz avaient massacré au moins 4 millions de personnes. Bon, un rapport stupide qui est complètement oublié aujourd'hui, tellement qu'il était ridicule. Mais voilà, le 6 mai 1945, la presse alliée s'en empare pour dire voilà. Alors, moi, ce que je pense donc de toute cette affaire de l'Holocauste, hein, j'ai publié toute une série d'une quinzaine de vidéos sur la Shoah, que j'ai appelé Shoah-Arnaque, hein, que sûrement certains d'entre vous ont dû voir. Alors, comme ces vidéos, il y en a qui manquent, je crois, ou il y en a qui ont disparu du net, je les ai mis sur un DVD. Je les ai toutes mises sur un DVD, ce qui, si vous les souhaitez, comme ça, vous les avez à vie, et vous pouvez copier le DVD. Moi, il n'y a pas de copyright, hein, je ne fais pas ça pour gagner de l'argent, je fais ça pour transmettre. Donc, celles et ceux qui sont intéressés
peuvent avoir ce DVD. Donc, au moins, on a les vidéos sans la censure, sans le risque qu'elles disparaissent, avec, normalement, je crois qu'il y a des chapitres, etc. Et puis, vous pouvez le copier. Ça ne me dérange absolument pas. Voilà. Donc, la Shoah, j'en pense ce que j'en pense, vous le savez, je n'irai pas plus loin. Maintenant, je vais revenir au présent, à l'intérêt du révisionnisme. Donc, on a vu, cette guerre, ça a été une guerre religieuse. Une guerre religieuse, on l'a vu avec le discours de Manuel Valls, ça ne s'arrête jamais. Ça continue. Et ça continue comment? Eh bien, justement, avec les chambres à gaz. On nous dit toujours, dès que l'on commence à défendre le fascisme en général, une idéologie nationale, on a la fameuse réplique « on sait où ça a mené ». C'est la réplique définitive qui permet d'interdire toute discussion sur le bilan des fascismes, et notamment le bilan de l'Allemagne nationale-socialiste qui est expliqué ici et qui est quand même très positif. Il y a une erreur à ne pas commettre, et je pense que dans les milieux de la droite nationale, beaucoup de gens la commettent, c'est de dire « ouais, bah, toute cette histoire d'Holocauste, en fait, c'est une histoire de juifs qui ont exploité l'affaire pour leur compte ». Ça, c'est vraiment passer à côté de l'enjeu réel. C'est se focaliser sur les juifs alors que ce n'est pas du tout le problème ici. Il est vrai que les sionistes ont profité de l'Holocauste pour obtenir la création d'Israël. D'ailleurs, j'ai souvent cité un livre sioniste, je crois que ça s'appelle donc du ghetto de Varsovie à l'Exodus, enfin quelque chose comme ça. Et dans ce livre, le préfacier dit « Sans l'Holocauste, peut-être Israël aurait-il existé un jour, mais c'est lui, donc l'Holocauste, qui l'a véritablement enfanté, qui a rendu sa vie urgente, obligatoire, immanente. » Donc les sionistes eux-mêmes reconnaissent que c'est l'Holocauste qui a permis la création de l'État d'Israël. Donc, que les sionistes aient profité de la propagande alliée pour obtenir la création d'Israël, c'est évident. Que les sionistes en profitent toujours aujourd'hui pour justifier l'existence d'Israël, c'est évident. Ce n'est pas un problème, ça. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que dans cette affaire, ce sont les Alliés qui ont, en 1945, surexploité la propagande autour de l'Holocauste afin de masquer leurs propres crimes de guerre et de justifier leur croisade d'extermination. Les dirigeants alliés, les anglo-américains, portent une responsabilité colossale dans cette affaire. Et je suis persuadé que si les anglo-américains n'avaient pas surexploité cette affaire, les sionistes n'auraient sûrement pas pu en tirer tout ce qu'ils en ont tiré. Donc, ils ont la responsabilité première revient aux dirigeants alliés, revient à ces gens qui ont exploité ce bobard pour justifier une croisade criminelle. Voilà. Et quand on commet une faute, quand on commet un péché, on le paye toujours. Et donc, on le paye par le fait déjà qu'au Moyen-Orient, c'est la poudrière allumée en permanence. Mais surtout, il y a un phénomène plus grave. C'est que quand les Alliés ont dit « on va mettre en procès les dirigeants nationaux-socialistes parce qu'ils ont commis des crimes au nom du racisme, au nom de la discrimination », quand les Alliés disaient ça, chez eux, ils ne pouvaient plus le faire non plus. Il n'y avait pas de raison. Ils ne pouvaient pas faire chez eux ce qu'ils reprochaient aux autres de faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une semaine avant que le jugement de Nuremberg soit rendu, le jugement a été rendu le 1er octobre 1946, aux USA. Il y avait un républicain et un démocrate qui étaient dans la course pour le Sénat, donc qui étaient opposés. Eh bien, ce républicain et ce démocrate assistèrent à une réunion antiraciste ensemble, et une réunion dans laquelle ils se serrèrent la main. Et dans cette réunion antiraciste, un intervenant lança, je cite,
La discrimination et la démocratie ne peuvent coexister dans une société humaine. La discrimination et la démocratie ne peuvent coexister dans une société humaine. Et oui, on va pendre des gens qui ont commis des crimes, soi-disant, au nom de la discrimination. On ne peut pas faire la même chose chez nous. Donc, aujourd'hui, plus de discrimination. Ça y est, la machine est lancée. La machine antiraciste, elle est lancée. Bien sûr, à l'époque, on ne s'en aperçoit pas. Mais elle est lancée. On s'achemine vers une société où toutes les discriminations seront interdites. Interdites. Et ça, c'est une semaine avant le jugement de Nuremberg, donc jugement le 1er donc, octobre 1946, pendaison des chefs nationaux-socialistes le 16 octobre 1946, et à partir de ce moment-là, comme le dira Maurice Bardet, sur lequel je reviendrai en conclusion, ça y est, un précédent judiciaire pèse sur tout le nationalisme, car le nationalisme est par essence discriminatoire, et c'est tout à fait normal, on discrimine. Et les Nations Unies vont être créées à cette époque. Qu'est-ce que dit le président des Nations Unies en septembre 2018 ? Il s'appelle Antonio Guterres. Et en septembre 2018, il lance « Les origines des Nations Unies elles-mêmes s'enracinent dans la nécessité de tirer les leçons de l'Holocauste. » Voilà les racines des Nations Unies. Il faut tirer les leçons de l'Holocauste. Ça veut dire que l'Holocauste, déjà, la première conséquence, c'est que l'Holocauste doit être présent, en permanence. On ne doit pas l'oublier. Et d'ailleurs, dans une brochure de l'Éducation nationale intitulée « Mémoire et histoire de la Shoah à l'école », on lit « La Shoah n'appartient pas au passé ». Et non, la Shoah n'appartient pas au passé. La Shoah doit être présente de génération en génération. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ont inventé les gardiens de la mémoire ? Ils ont inventé les passeurs de mémoire. Les passeurs de mémoire, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des jeunes qu'on envoie à Auschwitz où on veut, auxquels des anciens déportés livrent leurs témoignages, et qui sont chargés d'intégrer cette mémoire pour la faire leur, pour que ce soit leur mémoire, pour la restituer après aux gens. C'est un phénomène international, les passeurs de mémoire en Europe. C'est en Belgique, en Allemagne, en France, etc. Et écoutez par exemple ce que dit ce jeune passeur de la mémoire belge que l'on interroge après qu'il était à Auschwitz. Qu'est-ce qu'on dit à ces passeurs de mémoire belges avant qu'ils aillent à Auschwitz ? Aujourd'hui, vous allez rencontrer l'histoire, devenir des passeurs de mémoire. Vous pourrez raconter ce voyage à Auschwitz à vos parents, à vos amis et plus tard à vos enfants. Donc, il ne s'agit pas de garder cela pour vous, il faut le diffuser dans l'espace, vos parents et vos amis, et dans le temps, à vos enfants. Il faut que ça reste tout le temps dans les mémoires. Le Figaro interroge deux passeurs de mémoire. Raphaël nous dit « La Shoah fait partie de notre histoire de France ». Et Ilham dit « Parler de la Shoah, en cours et en dehors, ça nous sensibilise. Personne ne reste indifférent quand je raconte ce que j'apprends, et je compte bien continuer à témoigner pour que plus tard, mes futurs enfants deviennent à leur tour des ambassadeurs de cette mémoire. » Et le journaliste de conclure que les survivants de l'Holocauste ne s'inquiètent pas, les jeunes prennent le relais. C'est l'objectif de nos gouvernants. Il faut que les jeunes intègrent cette mémoire et qu'ils la restituent. Et pour ça, on met les moyens. On met les moyens. Je vous rappelle qu'en 2022, la DILCRA, donc cette officine antiraciste, antidiscrimination, etc., la DILCRA a mis au point un plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine. C'est un plan pour les années 2023-2026. Nous sommes en plein dedans actuellement. Ce plan contient 15 mesures phares. La première mesure, quelle est-elle ? Je la cite. Mot à mot,
organiser une visite historique ou mémorielle liée au racisme, l'antisémitisme ou l'antiziganisme pour chaque élève durant sa scolarité. Donc il faudra qu'en 2026, à partir de 2026, tous les élèves qui sortent de l'école républicaine, qu'elle soit sous contrat ou hors contrat, enfin qu'elle soit école républicaine ou école sous contrat, devra avoir visité un lieu mémoriel. Alors naturellement, ces lieux mémoriels, il y a beaucoup de mémoires. On pourrait visiter des lieux qui ont été victimes des bombardements anglo-américains en Normandie. Non, mais ça n'intéresse personne. Je vais vous donner un exemple. Pour l'année 2024, nous sommes en plein dedans. Dans le département du Nord, on propose 3 parcours mémoriels aux collégiens. 3 parcours mémoriels. Il y a de quoi voir 3 mémoires différentes. Eh bien, voici ces 3 parcours, je vous les cite mot à mot. Dans le Nord et en Belgique, un voyage d'études début 2024 sur les traces de la vie juive et de la Shoah, avec notamment les visites du fort de Brendonck et le mémorial du camp de Malines. En Alsace, un voyage d'études début 2024 sur les traces de la vie juive et de la Shoah, avec notamment la visite guidée du camp de Natzweiler-Struthof. En Pologne, un voyage d'études prévu pour les 20 et 21 mars 2024, avec notamment la visite du camp d'Auschwitz-Birkenau. Voilà, les 3 voyages mémoriels, 3 voyages qui ont trait à l'Holocauste. Et le journaliste ajoute, le département prendra en charge la totalité des dépenses liées aux 3 parcours mémoriels identifiés, soit un budget global d'environ 300 000 €. Pour ça, il y a du fric. Donc, on est en train de mettre en place des voyages de la mémoire qui seront toujours autour de l'Holocauste, non, doutons pas, et où tous les élèves devront aller au moins une fois. Et pas que ça. En parallèle, on met les moyens technologiques, tous les nouveaux moyens technologiques en place. Je vous rappelle que dans certains musées, notamment aux USA pour l'instant, il y a des hologrammes d'anciens déportés qui ont été filmés et qui disent leur témoignage sous forme donc hologrammique. Donc, on voyait un hologramme, il pourra parler pour l'éternité, sauf si on débranche l'électricité, mais il pourra parler pour l'éternité et donner son témoignage même quand il sera mort. Eh bien, en France, un petit exemple, c'est dans l'Eure, en Normandie, il y a une prof d'histoire qui annonce « Nous avons la volonté qu'une plaque pour les déportés juifs de l'Eure soit apposée en 2025 à Évreux. L'an prochain, nous aimerions faire des podcasts et nous avons l'idée de créer un parcours dans la ville à l'aide de QR codes. » Donc on va créer des parcours avec des petits QR codes, vous mettrez votre téléphone et on vous dira là des juifs habités ont été déportés, là patati patata, voilà, donc on ira de QR code en QR code dans les villes. Et attention, on met toute la technique digitale, enfin donc numérique, on l'utilise cette technique, on la met en action. C'est ce qu'ils appellent eux-mêmes la mémoire 2.0. Ce n'est pas une expression de moi. C'est une expression du mémorial de la Shoah. En 2022, ce mémorial a présenté donc la mémoire 2.0. Je vous cite, « Le mémorial de la Shoah, acteur dans le domaine de l'éducation, souhaite initier un débat sur les enjeux de la transmission 2.0. Écrivains, comédiens, influenceurs, historiens, youtubeurs ont aujourd'hui un rôle primordial à jouer de passeurs de mémoire et de porte-voix. En mobilisant des influenceurs ambassadeurs de la jeune génération au travers d'un format d'infotainment 100% digital inédit, le mémorial de la Shoah confirme son ambition de faire bouger les lignes avec dynamisme pour mieux sensibiliser les publics jeunes et adolescents. Donc, on va mettre en branle toute la technique numérique, donc hologramme, QR code, etc., pour assurer une mémoire 2.0. Et puis ensuite, il y aura une mémoire 3.0, etc. C'est un véritable déluge mémoriel, un véritable déluge. Alors, c'est pourquoi faire? C'est pourquoi faire? Alors, un passeur de mémoire nous dit, ça nous permet de développer notre regard critique. J'ai un peu de doute, hein. Mais en gros, ça c'est les discours officiels. Pour avoir été 1 an et demi, 2 ans dans l'éducation nationale, il y a toujours le discours officiel, avec des grands mots bien pompeux, puis après il y a la réalité derrière. La réalité derrière, il faut voir des textes plus concrets. Je vais vous citer la revue d'histoire de la Shoah de 2010, c'est pas récent, hein. Un article « Enseigner la Shoah dans une démarche d'éducation civique ». Retenez bien le titre. «
enseigner la Shoah dans une démarche d'éducation civique. Ce n'est pas une démarche d'histoire, d'éducation civique. Et l'auteur conclut, cet enseignement, même très partiel de la Shoah dans le cadre du cours d'éducation civique, dépasse les enjeux mémoriels. Ah, on n'est plus que dans le domaine de l'histoire. Non, non. La responsabilité des générations à venir face à tout nouvel avatar de l'antisémitisme en étant l'objectif principal. Donc on dit attention, quand on apprend la Shoah, c'est pas pour... Oui, bien sûr, vous devez la retenir de façon en tant qu'histoire, mais c'est pour prévenir tout nouvel avatar de l'antisémitisme. Alors vous allez me dire, ah ben voilà, ça prouve bien que les Juifs récupèrent la mémoire. Oui, mais non, il ne faut pas s'arrêter à la surface des choses. En fait, vous allez voir qu'il y a une fusion de toutes ces mémoires, de toutes ces mémoires, toujours pour condamner le national-socialisme et à travers lui toutes les idéologies d'ordre et toutes les idéologies nationales. Écoutez ce que dit en 2014 Manuel Valls à Oradour. Oradour, donc au départ, Oradour, c'est un drame franco-allemand. Ça va beaucoup plus loin. Oradour, c'est l'Europe que l'on veut finir de détruire. C'est l'humanité que l'on veut finir d'assassiner. Oui. Donc on est à Oradour, 600 morts, mais c'est l'humanité entière que l'on veut finir d'assassiner. Des discours délirants. Et dans ce tombeau de ruines que nous venons de parcourir, dans ce silence, les murs ne parlent pas. Ils crient, des cris déchirants pour qui sait tendre l'oreille et entendre le récit. Et derrière ces cris, ceux des 642 victimes de la tragédie d'Oradour, montent d'autres cris, ceux des millions de morts des camps. Voilà. Donc vous êtes à Oradour, tendez l'oreille, vous entendrez les cris des 642 victimes d'Oradour, mais vous devez surtout entendre les cris des millions de morts des camps. Donc il y a une fusion de la mémoire, une fusion de toutes les mémoires. Et quand un tag révisionniste a été inscrit sur le mur d'entrée du centre de la mémoire d'Oradour, eh bien, qui a réagi? Le président du CRIF, Francis Khalifa, il a réagi et voici ce qu'il dit. Il n'y a pas de différence entre un négationniste de la Shoah et un négationniste d'Oradour-sur-Glane ou d'un autre génocide. Ce sont les mêmes qui alimentent le négationnisme de la Shoah et qui viennent aujourd'hui sur ce terrain d'Oradour, ce qui est un fait nouveau. Voilà. Donc, le président du CRIF le dit, mais oui, Oradour, Auschwitz, même combat, c'est la même chose. Ça permet, en gros, de condamner pour l'éternité toutes les idéologies nationalistes. Et d'ailleurs, dans le bulletin officiel de l'éducation nationale, ce n'est pas rien, c'est le bulletin officiel de l'éducation nationale, sous le titre « Enseignement de la Shoah à l'école élémentaire ». L'école élémentaire, des gens qui ont 9 ans, 8 ans. L'enseignement de la Shoah à l'école élémentaire, qu'est-ce qu'on dit? Inscrit dans sa dimension historique, l'enseignement de la Shoah a une finalité civique et répond à une obligation morale. Il ne s'agit pas seulement de transmettre une mémoire et des connaissances. Voilà. Ce n'est pas seulement la mémoire. Quand on vous apprend la mémoire, ce n'est pas seulement la mémoire. Attendez. Il faut donner à tous les élèves les éléments de culture et de réflexion leur permettant de refuser toutes les formes de racisme et de discrimination et de comprendre que, contraire à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elles rendent impossible la démocratie. Donc voilà, quand on apprend à des élèves de 8-9 ans la Shoah, non. C'est pas pour leur apprendre que ça. C'est pour qu'ils refusent tout racisme et discrimination et qu'ils comprennent que s'il y a du racisme ou de la discrimination, c'est contraire aux droits de l'homme, donc ça rend impossible à la démocratie le seul régime humain, puisque tout le reste, on sait où ça a mené. Voilà l'enjeu. Et d'ailleurs, que dit une passeuse de mémoire, Amel, 16 ans après un voyage à Auschwitz? Qu'est-ce qu'elle dit? Ça m'a enrichi au niveau de la culture générale et humainement aussi, parce que ça nous fait comprendre le présent. Vous voyez, les élèves font le lien avec le présent. On n'arrête pas de les bassiner, de leur dire « c'est pas le passé, hein, c'est le présent ». Et elle nous dit, parlant de l'antisémitisme, c'est pareil que toutes les autres formes de racisme, comme l'homophobie. Vous voyez,
on arrive à... D'ailleurs, on dit que l'homophobie, c'est une forme de racisme. Il y a une totale... Ça fait une soupe là-dedans, mais ces élèves qui reviennent d'Auschwitz nous disent « Ah non, plus de discrimination parce qu'on a vu où ça mène. » Et ça, je pourrais vous en citer jusqu'à 2 h du matin des exemples comme ça, parce que je m'en suis, pardonnez-moi ma vulgarité, mais je m'en suis tapé des vidéos de jeunes qu'on interroge, c'est flagrant, flagrant. Tous ces cours d'histoire sont faits pour embrigader la jeunesse sous le drapeau de l'antifascisme. Et je vous rappelle, dans un ouvrage contre Marine Le Pen, qui s'appelait donc Un piège bleu marine, écrit par 2 journalistes, dont Madame Parisot, eh bien, qu'est-ce que ces 2 journalistes nous disent? En tant qu'elle marque de façon indélébile la mémoire et la conscience de l'humanité tout entière. Donc, en tant qu'elle marque de façon indélébile la mémoire et la conscience de l'humanité tout entière, les chambres à gaz sont au centre de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et au centre de l'histoire. Voilà, le centre de l'histoire humaine, ce n'est pas la découverte de la pénicilline, ce n'est pas la découverte de l'Amérique, ce n'est pas plein d'autres choses, non, c'est les chambres à gaz. Voilà, c'est le centre de votre histoire, messieurs, dames, et surtout mesdemoiselles, messieurs qui avez 8-9 ans, sachez que le centre de votre histoire, vos parents, qu'ils soient bretons, du Roussillon, ce que vous êtes, peu importe, le centre de votre histoire, c'est les chambres à gaz. Vous devez y penser. Et même si vous n'y pensez pas tous les jours, au moment de voter, pensez-y. Pensez-y. Et c'est ça qui compte. Et donc, on comprend parfaitement que pour nos gouvernants, le révisionnisme est l'ennemi public numéro 1. Parce que ce n'est pas une opinion que l'on arrive. Lorsqu'on arrive et qu'on dit non, mais attendez, là, toute votre propagande, elle est fondée sur l'existence des chambres à gaz, mais il n'y en a pas. Ils ne peuvent pas entendre ça. Ils ne peuvent pas. Il faut faire taire. Même un Vincent Renoir qui est au fin fond de l'Écosse, dans une chambre d'hôte, avec plus que 2 pantalons, 3 slips et son petit ordinateur portable, il faut le faire taire. Ce n'est pas possible. On ne peut pas le laisser. On ne peut pas le laisser. Et alors, une chose très très importante, c'est que souvent on me dit « Oh, mais réclamer la liberté d'expression, c'est pas normal, etc. » Quelle naïveté! Quelle naïveté! On ne l'obtiendra jamais. Pourquoi? Vous vous souvenez ce que dit le secrétaire général des Nations Unies, Guterres? Les origines des Nations Unies elles-mêmes s'enracinent dans la nécessité de tirer les leçons de l'Holocauste. Bon, et bien maintenant, allez consulter la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Oh, vous avez la liberté d'expression dans les premiers articles, ce n'est pas un problème. Mais allez jusqu'à l'article 29, paragraphe C. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je vous le cite, c'est le paragraphe 3. « Ces droits et libertés ne pourront en aucun cas s'exercer contrairement au but et aux principes des Nations Unies. » Donc, comme les Nations Unies, elles disent, mais attention, on a été fondé sur l'obligation de se rappeler de l'Holocauste. Ben, quand un révisionniste arrive et dit, non, mais l'Holocauste, attendez, c'est peut-être pas ça, il est en train de s'opposer au but des Nations Unies. Donc, il n'a pas le droit d'invoquer les droits de l'homme. Terminé. Pas de liberté d'expression. Alors, on va dire, oui, bon, mais nous, en Europe, ce n'est pas la Convention, ce n'est pas la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui nous intéresse, c'est la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Oui, dans son article 10, elle vous assure que vous avez le droit à la liberté d'expression. Oui, mais allez jusqu'à l'article 17. Allez, 7 articles supplémentaires, messieurs, dames. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est un article qui est intitulé « Interdiction de l'abus de droit ». Ah, on peut abuser de ses droits? Oui, oui. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Aucune des dispositions de la présente convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, vous tous, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues dans la dite convention. Ça veut dire que, en gros, si vous êtes un facho, donc que vous voulez limiter le droit d'immigration, le droit de se marier, le droit de... vous ne pouvez pas invoquer les droits de l'homme.
Donc vous ne pouvez pas invoquer la liberté d'expression. Et cet article 17 a été invoqué dans l'arrêt Garodi, quand il a écrit son livre « Les mythes fondateurs de la politique israélienne ». Il est arrivé à la Cour européenne des droits de l'homme en disant « Mais moi, vous avez l'article 10, j'ai le droit à la liberté d'expression ». Paf, on lui a sorti l'article 17. Ah non, le négationnisme, ça attise la haine. Donc vous n'avez pas le droit d'invoquer les droits de l'homme. Ça a été invoqué pour l'arrêt Dieudonné. Dieudonné a dit « Mais moi, j'ai la liberté d'expression, je suis un artiste ». Non, monsieur Dieudonné, il y a l'article 17, vous semez la haine. Et mon ami Benedetti vous parlera aussi, on leur a opposé cet article 17, pour les débouter d'une demande. Et oui, donc vous arrivez en disant bah, j'ai l'article 10 là quand même. Non, pas pour vous, parce que finalement, vous êtes un facho, vous êtes contre les droits de l'homme, donc vous n'êtes pas un humain, vous êtes un facho, vous êtes un monstre. Donc n'allez pas invoquer les droits de l'homme. Quand on n'est pas un humain, on n'a pas invoqué les droits de l'homme. Taisez-vous et allez en prison. C'est ça le truc. C'est ça. Cette stratégie, elle est terrible. Et je vous rappelle, il y a un livre là que certaines personnes disent c'est le livre le plus important que tu as écrit, c'est plus important qu'Oradou encore. Je ne sais pas, mais des gens me le disent. C'est Streicher à Nuremberg. Streicher, c'était donc un national-socialiste, un ancien compagnon d'Hitler, qui était éditeur du Stürmer, une revue anti-juive. Comme il en existait à l'époque, ce n'était pas plus extraordinaire qu'une autre revue. Hein. Eh bien, Streicher n'a pas été déjà âgé. Ben, il était né, je crois, 1 an avant Hitler, en 1888, je crois. Bon. Et il n'a pas eu vraiment des grandes responsabilités dans le gouvernement national-socialiste. Il a été Gauleiter de Franconie, je crois, mais après, il a été mis sur la touche et à partir de 1940, il était en résidence surveillée et il n'avait plus le droit même de faire de discours, il avait seulement le droit d'éditer son hebdomadaire Der Stürmer. En 1945, on le traîne à Nuremberg, avec des gens qui étaient beaucoup plus que lui. Lui, il n'était rien. Hein. Et donc, ils avaient trois chefs d'accusation. Crime contre la paix. Bon, il y avait aussi complot contre la paix, mais c'est bon, ça revient. Crime de guerre et crime contre l'humanité. Streicher dit crime contre la paix. Moi, je n'étais pas militaire. J'étais qu'un simple éditeur. J'avais été instituteur, simple éditeur. J'étais pas dans les cercles militaires. C'est pas moi qui ai préparé la guerre. Crime de guerre. J'étais pas militaire. Donc, pas du tout. Crime contre l'humanité. Ah oui, mais vous, à Nuremberg, vous dites que le génocide a commencé en juin 1941. Or, moi, depuis 1940, j'étais en résidence surveillée. Je n'avais aucun pouvoir. Donc, les crimes contre l'humanité, c'est pas moi. Et là, l'accusation arrive et lui fait « Non, Streicher, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Parce que vous avez appelé à la haine. Avec votre vue, vous avez appelé à la haine. Donc, certes, ce n'est pas vous qui avez ouvert la vanne de gaz. Ce n'est pas vous qui avez poussé les Juifs dans la chambre à gaz. Mais c'est parce que les gens ont lu le Stürmer qu'ils l'ont fait. Donc, vous avez appelé à la haine et vous êtes aussi coupable que les gens qui ont gazé des Juifs. Et il y aura un extrait que je cite qui est extraordinaire. C'est que l'accusation dit « On va prouver que vous avez appelé à la haine ». Et à un moment, le procureur, c'était Griffith Jones, lui dit « Vous avez traité les Juifs de sangsues et de vampires. N'est-ce pas appelé à la haine ?» Et Streicher répond « C'est un fait historique que l'on peut démontrer. » Et que répond le procureur ? « Pardonnez-moi, je ne vous demande pas si c'est un fait historique, je vous demande si ce n'est pas appelé à la haine. » C'est-à-dire qu'à Nuremberg, on a posé comme principe que même si vous disiez quelque chose que vous croyez être une vérité, c'est pas important. Vérité, mensonge, c'est pas important ça. L'important, c'est qu'en disant cela, que ce soit véritable ou pas, véridique ou pas, vous appelez à la haine. Et Streicher sera pendu avec les autres. C'est-à-dire que c'est à Nuremberg qu'on a vraiment inventé l'appel à la haine. Et
y compris si vous dites des vérités, ça ne nous intéresse pas, disent les juges. C'est exactement ce qu'on fait vivre aux révisionnistes aujourd'hui. Quand on arrive et qu'on dit « Non mais attendez, les chambres à gaz, il y a vachement d'arguments qui nous permettent de dire que c'est faux. » On s'en moque de ça. En disant que ça n'a pas existé, vous voulez susciter la haine contre les juifs. Donc, Raie Noire, vous allez en tôle. On s'en moque de vos arguments. Et quand on est condamné pour appel à la haine, alors que, comme Guillaume Faye, qui dit « Mais attendez, mais je dis qu'il y a, qu'il y a plein d'immigrés en prison, mais ce sont les chiffres du ministère. » On s'en moque, ça. Vous le dites, vous appelez à la haine. Et donc, à chaque fois que quelqu'un est condamné comme ça, c'est un lointain écho de Stracher à Nuremberg. Et il y a un autre truc très intéressant sur Stracher. Quand on lui dit « Mais votre journal appelé à la haine », Stracher répond « Écoutez, c'est très simple. Le Stürmer était édité toutes les semaines. Il faudrait me prouver que quand on l'éditait, dans les jours suivants, il y avait un pogrom. Là, j'aurais appelé à la haine. Mais si c'est pas le cas, alors j'appelais pas à la haine. Et ça va être complètement écarté. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Quand on dit « Vous appelez à la haine », et vous dites, oui, mais attendez, combien de meurtres peuvent m'être imputés? Moi, c'est ce que j'avais dit au tribunal de Coutances. Combien d'agressions antisémites racistes ont été dues à ce qu'avait dit Vincent Raie Noire? Citez-moi une personne qui a fait un acte raciste et qui s'est revendiqué de Vincent Raie Noire. Personne. Ça fait 20 ans que je fais du révisionnisme. Il n'y a pas eu une agression antisémite à cause de mes écrits. Mais ça, les juges, ils s'en moquent. C'était un lointain écho de Stracher. Quand je suis au tribunal, je suis Stracher, là. Bon, je ne vais pas être pendu, mais je vais être tué socialement. Enfin, c'est déjà fait, je suis un mort-vivant, mais voilà. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est que vraiment, Nuremberg a posé les bases de cette dictature que nous avons. Elle l'a posée toujours au motif de « on sait où ça a mené ». Voilà. Alors, face à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous dis, réclamer la liberté d'expression, c'est absolument vain. On ne l'aura jamais, on ne peut pas l'avoir. Donc, au lieu de dire « Ah, je dois avoir le droit de m'exprimer », moi, je n'ai jamais dit ça. Moi, je dis non, j'ai le devoir de dire la vérité. Voilà, c'est un devoir. Et vos lois, je m'en contrefous. Et j'irai jusqu'au bout. Oui, vous pouvez me mettre en prison, mais je ressortirai, je reparlerai. C'est ce que j'ai fait. Je reviens d'Écosse, je suis extradé. Le soir même, je fais une vidéo avec Jérôme Bourbon. Je parlerai. J'ai le devoir de dire la vérité. Mais je ne vous quémande pas la liberté d'expression. Je ne suis pas un clodo en train de quémander, moi. Non. Je suis un militant pour la vérité. Et alors, quel est l'intérêt de dire cette vérité? Alors moi, je ne dis pas que tout le monde doit la dire, mais au moins soutenir ceux qui sont en première ligne et qui la disent. C'est ça que je demande aux gens. Des gens, des fois, me disent « Oh là là, j'ai pas votre courage, je me sens même un peu lâche par rapport à vous. » Mais je dis d'abord, je ne suis pas forcément plus courageux, mais je suis peut-être beaucoup plus inconscient que vous. Mais surtout, on ne vous demande pas, vous, d'aller en première ligne. Ce qu'on vous demande, c'est d'aider les gens qui sont en première ligne, de les aider à tenir. Et pourquoi le faire? Eh bien, pour sauver ce qui peut l'être. Parce que je vous rappelle, et j'en terminerai avec ça, que dès 1948, Maurice Bardèche avait parfaitement vu où allait mener les condamnations portées à Nuremberg. Et je vous rappelle ce qu'il écrira dans Nuremberg ou la terre promise. Il dira « La condamnation du Parti national-socialiste va beaucoup plus loin qu'elle en a l'air. Elle atteint en réalité toutes les formes solides, toutes les formes géologiques de la vie politique. Toute nation, tout parti qui se souvienne du sol, de la tradition, du métier et de la race sont suspects. Quiconque se réclame du droit du premier occupant et atteste des choses aussi évidentes que la propriété de la cité offense une morale universelle qui nie le droit des peuples à rédiger leurs lois. Ce n'est pas les Allemands seulement, c'est nous tous qui sommes dépossédés. Nul n'a plus le droit de s'asseoir dans son champ et de dire « cette terre est à moi ». Nul n'a plus le droit de se lever dans la cité et de dire « nous avons construit les maisons, nous sommes les anciens, nous avons bâti les maisons de cette ville, que celui qui ne veut pas obéir aux lois sorte de chez moi ». Il est écrit maintenant qu'un concile d'êtres impalpables a le pouvoir de connaître ce qui se passe dans nos maisons et dans nos villes. La civilisation, les Alliés prétendaient défendre la civilisation,
La civilisation a un droit de veto. Nous vivions jusqu'ici dans un univers solide dont les générations avaient déposé l'une après l'autre les stratifications. Tout était clair. Le père était le père, la loi était la loi, l'étranger était l'étranger. On avait le droit de dire que la loi était dure, mais c'était la loi. Aujourd'hui, ces bases certaines de la vie politique sont frappées d'anathème, car ces vérités constituent le programme d'un parti raciste condamné au tribunal de l'humanité. En échange, l'étranger nous recommande un univers selon ses rêves. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de cités. D'un bout à l'autre du continent, les lois sont les mêmes, et aussi les passeports, et aussi les monnaies. Écrit en 1948. Bardèche avait tout prévu, parce qu'il avait compris qu'au-delà du national-socialisme, c'était tous les nationalismes qu'on allait condamner, c'était toutes les idéologies d'ordre, toutes les idéologies charnelles. Et voilà pourquoi aujourd'hui, à mon avis, à mes yeux, le révisionnisme est si important, parce que c'est ce qui permet de dire non, le national-socialisme n'a pas mené où vous le prétendez. C'est pas vrai. Et au contraire, il a une réussite économique extraordinaire. Tant qu'on ne fera pas ça, il y aura une chape de plomb au-dessus de nous, une chape de plomb qui nous empêchera. Alors, ce qui est très important, c'est que aujourd'hui, il y a des gens qui me disent bon, c'est vrai, mais regardez Marine Le Pen, enfin, regardez le Rassemblement national, maintenant, c'est bon, ils parviennent. Ah oui, c'est vrai. Seulement, ce que je constate, et ce que je vois, et ce qu'a dénoncé mon ami Pierre-Marie Bonneau, c'est que les listes qui se présentent comme étant nationalistes ne sont pas des listes nationalistes. Il y a eu tellement, elles ont tellement, enfin, soit c'est M. Zemmour, soit c'est Mme Le Pen, mais ce n'est pas des listes vraiment nationalistes. Pourquoi? Notamment Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle a fait? Marine Le Pen, elle a dit, bon, je vais me dédiaboliser parce que je ne peux pas. Donc elle a abandonné petit à petit tous les fondamentaux. Elle en a gardé certains, surtout contre l'immigration, mais ce n'est pas suffisant. Parce que le problème, c'est que ce n'est pas en arrêtant l'immigration par des textes, si les Français ont le même esprit, ça ne servira à rien. Et j'ai apprécié tout à l'heure un propos de Antoine Marie, qui a dit quelque chose de typique. Il a dit, sur les marchés, ce n'est pas les Mahométans qui sont les plus hargneux, ce sont les bons Français. Et oui, ce sont les bons Français. Et moi, je l'ai remarqué dans ma vie, je l'ai remarqué, les pires, ce sont les Français victimes de la propagande. Ce sont eux, et je vous rappelle, entre le 21 avril 2002 et le 5 mai de 2002, dans la rue, c'était 80% de blancs, 80% de petits Français qui étaient là. Attention, souvenez-vous, janvier 1933, souvenez-vous de l'Holocauste. Jean-Marie Le Pen dit que 6 millions, c'est un détail. C'était ça. D'ailleurs, à l'époque, j'ai écrit un bouquin pour lequel j'ai été pas mal quand même. J'ai été félicité par Robert Forisson qui m'a dit « c'est une thèse ». J'avais écrit « Les raisons de l'échec électoral de Jean-Marie Le Pen ». J'avais analysé les 15 jours de la haine et j'avais analysé comment l'Holocauste avait permis le laminage de Jean-Marie Le Pen, comment cette propagande avait sidéré les Français. Et ce livre, en fait, il est toujours actuel finalement, parce que justement, Marine Le Pen, pour éviter ça, elle a complètement abandonné la plupart des fondamentaux. Encore une fois, moi je ne la critique pas, elle s'est dit, bon, c'est la seule façon de réussir politiquement. Personnellement, je pense que ça ne donnera rien. Et même si ça donnait quelque chose, de toute façon, ils ont eu tellement un discours frelaté qu'ils ne pourraient plus faire autrement. Mais peu importe. Le problème, c'est ça. C'est que j'avais démontré à quel point l'Holocauste était super important. Alors, le livre n'a eu aucun succès, notamment à cause du titre que j'avais mal choisi. Les gens ont dit, mais ça n'a pas été un échec. Si, ça a été un échec au deuxième tour. Alors, je ne l'ai jamais réédité parce que, bon, finalement, ça n'a pas été un succès. Mais il y en a une version très abrégée qui s'appelle justement ici, donc j'en avais écrit, ça s'appelle justement Lettre à Jean-Marie Le Pen. Alors, c'est toujours actuel en fait. Ça montre combien, combien le révisionnisme peut être important en politique. Et moi, je ne demande pas à un parti politique de s'engager dans la voie du révisionnisme, mais au moins, je lui demande de ne pas prendre des positions anti-révisionnistes, comme Marine Le Pen le fait, ou
et je leur demande, si possible, d'aider par la bande les révisionnistes. Voilà. Mais j'explique là-dedans, c'est un résumé de mon gros bouquin, qui était, c'est vrai, très technique, mais voilà. Et je pense que tant qu'on n'aura pas fait un effort du côté du révisionnisme, on aura toujours cette chape de plomb qui, si on dit des vérités nationalistes, bon, ben, on dira voilà, vous êtes des nazis, on sait où ça a mené, et sinon vous serez obligé de faire de la dédiabolisation, c'est-à-dire de tout abandonner. Voilà ce que je voulais dire, voilà pourquoi moi j'ai dédié ma vie au révisionnisme. Encore une fois, c'est pas parce que j'aime l'histoire, hein, c'est pas parce que je suis historien, que... non, c'est parce que je suis un militant politique. Je fais d'abord du révisionnisme parce que je suis un militant politique, et bon, j'ai choisi d'être en première ligne, c'est-à-dire de prendre tous les coups. Je ne dis pas que moi, personnellement, ça m'excite cette vie, donc je ne suis pas une victime, hein, mais voilà, je pense qu'il faut réfléchir à cet intérêt du révisionnisme qu'il y a pour nous. Ben, je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà.